Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de la journée noire des agents de santé. La FDS en a profité pour étaler les maux qui gangrènent le secteur. À ce propos, vous entendrez les propos du secrétaire général Chersek au micro de Mansour Diassé dans cette nouvelle édition. Et puis, à quelques jours du dialogue national, Paul Correa rassure un membre de la société civile qui espère qu'à la sortie de ce dialogue, il y ait un document avec un contenu qui fera l'objet d'une mise en œuvre. Et puis, cérémonie religieuse ou bien événement religieux, Magal de Touba, le grand Magal de Touba, les autorités administratives rassurent, d'après Khadim Anne, qui est le préfet de Mbacké, toutes les dispositions vont être prises pour avoir de l'eau potable lors du Magal et puis éviter les eaux pluviales liées à l'assainissement au cœur de Touba Mbacké. Mesdames et messieurs, c'était les titres dans un instant de développement. Merci de nous rester fidèles. Je vous l'annonçais en titre à la suite de la disparition tragique de l'ICP d'Arafat. Les membres de la Fédération des syndicats de la santé F2S ont profité de la journée noire des agents de santé pour exprimer leur colère, leur tristesse, mais aussi leur ras-le-bol suite à l'assassinat d'un de leurs collègues, Mamadou Samba Diallo, qui était infirmier, chef de poste à Arafat. Ces syndicalistes en ont profité pour étaler les maux qui gangrènent le secteur. Nous vous écouterez les propos de Chersek, le secrétaire général de FDS, au micro de Mansour Diassé. Aujourd'hui, nous allons marquer cette journée sur l'ensemble du territoire national. C'est lié aussi de remercier l'ensemble des camarades pour leur solidarité et leur sympathie et leur compréhension par rapport à cet événement douloureux qui a frappé un de nos collègues, le nommé Mamadou Samba Diallo, qui a été fortement tué dans son poste de santé. Nous pensons poser le véritable débat sur la situation sécuritaire du secteur des agents de la santé et de l'action sociale. Les dispositions même de la Constitution nous disent que si vous n'assistez pas une personne qui est en danger, vous êtes passible d'une poursuite et la loi tombe sur vous. À plus forte raison des personnes qui ont prêté serment et qui travaillent dans les zones les plus reculées et qui peuvent être réveillées à toute heure de la nuit et qui n'osent pas ne pas se lever pour assister ces malades. On ne sait pas celui qui vient pour se faire soigner et celui qui ne vient pas pour se faire soigner. Mais ça pose le véritable débat du traitement inhumain que nos autorités, depuis les indépendances, sont en train d'exercer sur les agents de santé et de l'action sociale. Sur le plan du traitement salarial, sur le traitement des conditions. Nous avons les salaires les plus misérables dans l'administration publique. Et ce qui est plus grave, aujourd'hui, plus de 70% du personnel qui travaille dans nos structures sanitaires ne sont pas pris en charge par l'État sénégalais. Ils ne sont pas recrutés dans la fonction publique sénégalaise. La plupart des gens qui travaillent dans ces postes de santé, ce sont les populations qui les recrutent et ce sont les populations qui les payent sur la base des recettes générées par la structure. On ne sera pas dans nos secteurs. Pourquoi on continue à nous traiter comme des voyous? Et puis, à quelques jours du dialogue national prévu le 28 mai, la coalition de la société civile a organisé une rencontre sur la question. L'objectif est de consolider un consensus autour de certaines réformes, selon Paul Correa, qui est membre de la société civile. Il espère vivement que la sortie de ce dialogue, qu'il y ait un document avec un contenu qui fera l'objet d'une mise en œuvre effective. Il s'est exprimé au micro d'Amsatou Gano. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, sursaut citoyen et toutes les autres organisations, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour justement approfondir les consensus sur les différents aspects, pas seulement les questions électorales qui sont très importantes, mais également les questions de gouvernance et les questions de constitution de manière globale.
Mais absolument, c'est une priorité et je rappelle que à la veille des élections présidentielles, nous avions initié un pacte de bonne gouvernance fondé sur les recommandations des Assises nationales et de la CNRI. Et ce pacte avait été signé par près de 13 candidats, dont l'actuel président, M. Bassirou Diomaye Faye. Et c'est justement un des aspects qui seront abordés à ce dialogue, parce que dans ce pacte, toutes les questions concernant la refondation des institutions, y compris les élections, mais au-delà des élections, la question de la régulation de la démocratie, tous ces aspects-là ont été abordés dans ce pacte qui va être, à notre avis, au cœur de notre contribution dans ce dialogue. Bon, la démarche, c'est déjà ce dialogue auquel nous avons accepté de participer. Nous saluons la démarche participative du facilitateur général qui a fait des entretiens, des discussions préparatoires. Et nous pensons que c'est une opportunité qui s'offre parce que pour une fois dans notre histoire politique, nous avons un président de la République qui s'engage à mettre en œuvre les recommandations des assises qui sont compilé et confirmé dans ce document qui est le Pacte national de bonne gouvernance démocratique. Et tout cela va, nous espérons, au sortir de ce dialogue, être le contenu d'un document avec des recommandations qui feront l'objet d'une mise en œuvre effective. Et puis, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné de son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a effectué une visite sur la plateforme gazière Grand Tortue AMIN GTA. Cette visite fait suite au démarrage de la première phase de production de gaz liquéfié de GTA, dont 20 à 25% sont destinés au marché domestique. Écoutons à ce propos le chef de l'État. Ici, au cœur du hub terminal GTA, à la frontière de deux pays frères, s'élève une nouvelle ère pour le Sénégal, la Mauritanie et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce gaz est d'abord un levier de développement local, un carburant pour notre souveraineté énergétique et un moteur pour notre industrialisation et la transformation structurelle de nos économies. Sous ce rapport, le Sénégal a posé des jalons importants pour livrer une partie de ce gaz sorti des entrailles de nos côtes au marché local. Ainsi, le contrat de construction du segment nord du réseau gazier sénégalais a été signé. Ce réseau permettra d'acheminer le gaz GTA vers la centrale de Gandon, future centrale énergétique pivot de l'électrification nord de notre pays. En même temps, capitalisant sur les infrastructures de gazification au large de Dakar, l'État attend des contractants ici présents le respect inconditionnel de l'obligation de fourniture des besoins domestiques en gaz via les ressources extraites de GTA. Il est évident qu'une partie de la production de gaz naturel liquéfié de la phase 1 de GTA, de l'ordre de 20 à 25%, sera destinée à approvisionner le marché domestique, à soutenir une baisse structurelle progressive, maîtrisée et durable des prix de l'énergie dans notre pays. Et puis l'avant-projet de réforme du Code du travail a fait l'objet ce jeudi de larges concertations avec les organisations patronales représentées au sein du CNP. Les négociations tripartites entre le gouvernement, les organisations syndicales et les travailleurs ainsi que les organisations patronales ont été engagées depuis 2021 dans le cadre de cette réforme visant à adopter le Code du travail aux évolutions économiques, sociales et technologiques actuelles. À cet effet, écoutons Maïssa Mamkhar Bass, qui est un membre du comité social du CNP, au micro de Ndella Ndiaye. Organisé par le CNP pour mettre à jour en termes d'information ses membres par rapport au processus de réforme du Code du travail qui est en cours au niveau du Sénégal, enclenché depuis 2021 et qui est presque à son aboutissement cette année en 2025. Donc nous avons tenu à organiser cette rencontre pour les informer et les mettre à niveau par rapport à ce processus qui va bientôt se terminer.
En tant que patronat, nous avions des préoccupations et des points d'attention que nous avons véhiculés lors de ces différentes instances. Nous attendons aujourd'hui que ce texte soit promulgué au niveau du Conseil des ministres et de l'Assemblée nationale. Et à l'issue de cela, le texte définitif sera également examiné. Le point d'attention que je peux donner sur le plan technique par rapport à ce texte que nous attendons, c'est qu'il faut que les préoccupations des différentes parties prenantes soient prises en compte en termes d'applicabilité du texte final. Il faut que ce texte qui va régir le droit social au Sénégal soit applicable par rapport à la protection du travailleur, puisque c'est du droit social, mais également par rapport aux contraintes et aux possibilités des employeurs du Sénégal. Et c'est cela qui est essentiel. Effectivement, il y a également des innovations qui ont été proposées et introduites par rapport au pouvoir de contrôle, au renforcement de ce pouvoir au niveau du ministère du Travail. Et ce sont des points également d'attention que nous avons tenu à partager aujourd'hui avec nos mandants. Et puis à Touba, je vous l'annoncer en titre, le Grand Magal de Touba, les autorités administratives de cette localité rassurent sur les questions liées aux préoccupations de l'eau potable et les eaux pluviales liées à l'assainissement au cœur des débats. Khadim Anne, qui est le préfet de Mbacké, souligne que toutes les dispositions vont être prises pour satisfaire au grand maximum les millions de pèlerins qu'attendent cette ville sainte. Khadim Anne, qui est le préfet de Mbacké, au micro d'Adamaba. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, déjà au moment où je vous parle, l'ambition des services de l'OFOR, de l'hydraulique, c'est de renouveler donc les 3 forages qui sont hors d'usage au niveau de la commune donc, de Touba Mosquée. C'est les forages FKB, le forage de Darou Marnane, également le forage de Kirkab. Je peux également rassurer tout le monde que dans le cadre donc, de l'approvisionnement en eau potable, les opérations déjà d'entretien du réseau ont déjà démarré. Il y a de cela quelques jours, nous étions confrontés à un problème de pénurie d'eau au niveau de la commune de Touba Mosquée. Mais au moment où je vous parle, grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs qui gravitent autour du secteur de l'eau, cette question-là est aux oubliettes. Nous comptons en tout cas maintenir cet engagement pour que d'ici le Grand Magal de Touba, les problèmes en tout cas qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'approvisionnement en eau potable soient réglés au niveau de la commune de Touba Mosquée. Dans le domaine de l'assainissement, je l'ai dit tout à l'heure, les travaux d'assainissement de la ville sainte de Touba sont à un niveau en tout cas satisfaisant. Actuellement, au moment où je vous parle, je peux dire que 99% des projets qui étaient au niveau de la ville sainte de Touba ont été réalisés à un niveau de 99%. C'est-à-dire que les bassins de Nguélémou sont actuellement réalisés jusqu'à presque à certains niveaux, même presque jusqu'à 100%. C'est dire qu'en réalité, dans le domaine de l'assainissement aussi, nous avons vraiment espoir que pour cette année, les eaux pluviales que nous aurons à enregistrer dans la commune de Touba Mosquée seront évacuées sans grande difficulté vers le bassin de Kirkab. Et d'ailleurs, pour ce bassin de Kirkab, le raccordement au bassin de Nguélémou a déjà été effectué et il ne reste que de petits travaux à mener pour que d'ici l'hivernage, que ces bassins-là soient fonctionnels, pour que dans le cadre de l'assainissement, que les eaux pluviales que nous enregistrons au niveau de la commune de Touba Mosquée soient évacuées sans grande difficulté vers le bassin de Kirkab. La 5e séance des séminaires de recherche organisée à l'Institut fondamental d'Afrique noire depuis le 15 janvier s'est intéressée sur Dakar de Médina Gounass en présence des historiens et des chercheurs du laboratoire de l'IFAN. Plusieurs questions liées à la cité religieuse ont été passées au peigne fin, particulièrement l'histoire et l'héritage de Dakar de Médina Gounass, un compte rendu réalisé par Aïssa Touba. Même si par ailleurs, et je suis d'accord en tant que chercheur, qu'il y a une forme de petite frontière immatérielle qui existe entre le Halpulaar Toucouleur et le Peul Gabunké. Dakar, un événement spirituel qui renferme une véritable histoire et un héritage riche, pas connu de tous.
c'est en 1942 jusqu'à aujourd'hui. Et chaque année, à partir de 1960, le Dakar est maintenant devenu annuel. Parce qu'il faut comprendre que le Dakar, c'est pas chaque année. Au début, c'est pas chaque année. En 1942, il y a eu Dakar. En 1943, il y a eu Dakar. Mais après, le Dakar, on peut rester pendant 2 ans sans faire le Dakar. Et aussi, les jours du Dakar, on parle aujourd'hui de Dakar de 10 jours. Effectivement, actuellement, c'est 10 jours. Mais au début, c'était pas encore 10 jours. Membre clé de ce séminaire, cet historien revient sur l'importance de réfléchir sur ce genre de sujet. C'est important de le dire parce que c'est un séminaire qui s'inscrit dans un cycle de séminaires qu'on est en train d'organiser ici à l'IFAN depuis le 15 janvier. Et je pense que ce soit le Dakar ou d'autres événements, voilà. Et puis le fléau des féminicides continue de faire ravage au Sénégal. De plus en plus de femmes trouvent la mort dans ce qui devrait être un lieu de protection et de réconfort. Leur propre foyer, selon Aminata Diallo, qui est féministe et membre du collectif Dafadoy. Il faut que cela cesse. Elles appellent les autorités à prendre leurs responsabilités et s'est exprimée au téléphone de Ndella Ndiaye. On ne peut pas passer maintenant 1 mois sans qu'on ait 2 à 3 cas de féminicide des femmes qu'on tue, des violences conjugales. Nous décrions les agressions sexuelles que subissent nos filles, les viols, que subissent les femmes, les viols, que subissent nos enfants, filles comme garçons. Mais là, ça commence à devenir grave, inexplicable. J'ai mal au cœur. J'ai réagi un peu partout, mais j'appelle l'État de prendre sa responsabilité. Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, l'ensemble des parlementaires, particulièrement des femmes parlementaires. J'appelle Madame Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités. On ne peut pas parler de famille, de solidarité en mettant à côté les violences que subissent les femmes qui sont au cœur de la famille et les enfants. Il faudrait que vraiment que ça soit stratégique. Nous avons une loi qui est mal vulgarisée, qui n'est vulgarisée que du collectif Dafadoy et quelques rares mouvements de la société civile, une loi criminalisant le viol et la pédophilie. Mais ça ne suffit pas. Ces féminicides ne sont pas que des viols, c'est des agressions physiques, c'est des agressions, c'est très grave. Je perds mes mots. Il faut que ça cesse. Les femmes vont se mobiliser pour organiser un sitting bientôt. Nous investissons les médias, on écrit, nos pages, un peu partout. Mais pourquoi ça persiste encore ce mois de mai? Et puis parlons d'actualité hors de nos frontières, alors que le Premier ministre guinéen Bahouri avait annoncé le 12 mai dernier la tenue de l'élection présidentielle cette année. Le secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Kamara, s'est montré jeudi 22 mai plus réservé, affichant également ses réserves quant à un nouvel retour à l'ordre constitutionnel. La question de la présidentielle est d'autant plus sensible que la campagne de recensement de la population à partir duquel sera tiré le nouveau fichier électoral qui accuse des retards importants et rencontre plusieurs difficultés. En République démocratique du Congo, le Sénat a voté ce 22 mai dans la soirée à une large majorité pour la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila. Il est accusé par la justice militaire de complicité avec la rébellion, l'AFC M23, qui a pris le contrôle de plusieurs zones de l'Est du pays. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette principale édition du soir. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs, et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir et bon week-end.